à toutes et bonjour à tous. On est tous chauds. Et ouais, calme-toi quand même. Hein. Et on est chaud parce que pourquoi ? Parce que regardez ce magnifique programme. Encore un truc de fou. Eh oui. Ah là là, en notre compagnie en plus, ce qui rend l'ensemble d'autant plus fantastique. Plus VGM qui arrivera, qui repartira, on sait pas. Je crois que genre tous les trucs que vous voyez en musique, vous connaissez pas. Ouais. Je crois il y a moyen en tout cas. Alors, en tout cas, voilà, il y a des trucs super intéressants aujourd'hui et on espère vraiment que ça va vous plaire parce que nous, ça nous a plu. Et c'est pour ça qu'on en parle tout de suite. Why'd you come looking for me? I needed to know. I have some questions for you. Who are you? What's wrong? You're crazy. I'm crazy! Ennemi, alors qu'est-ce que c'est ? C'est un film qui est sorti chez nous le 27 août 2014, qui est réalisé par Denis Villeneuve, le mec qui avait réalisé, vous connaissez certainement Prisoners, qui est un bon thriller qui est sorti en 2013. Il y a eu du succès. Et aussi Incendie, qui est un bon film. Qui est beaucoup moins connu. Qui est beaucoup moins connu, mais qui est plus connu que les précédents films de Villeneuve. Ouais, c'est comme ça. Et alors justement, Prisoners a été tourné après Enemy, mais Enemy est sorti après. En fait, Enemy est sorti au Canada il y a un an et aux États-Unis en mars et chez nous sur le 27 août. D'accord. Aucune logique. Mais ça nous dit pas qu'est-ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de, c'est un puzzle game. C'est un peu ça. Non, mais voilà, c'est une histoire un peu bizarre et après de prime abord hyper décousue. Alors donc le plot de base c'est que en fait il y a quelqu'un qui rencontre je sais plus comment il s'appelle. En gros, il regarde un film, etc. Et il voit qu'il y a quelqu'un qui lui ressemble, mais comme deux gouttes d'eau. C'est un acteur dans le film qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Voilà, c'est ça. Et du coup, il décide de le rencontrer et il se rend compte qu'en fait, ils sont exactement identiques, jusqu'à par exemple la cicatrice qu'il a sur le ventre ou des canaux comme ça. Enfin, c'est vraiment exactement les mêmes, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes vies. Et du coup, le film il va évoluer au sein de cette relation entre les deux personnages et tout ce qui gravite autour. Et avec plein de trucs un peu chelous, annexes, etc. Jusqu'à arriver à un final un peu surprenant. On peut dire ça comme ça. Surprenant. Un peu what the fuck. C'est clairement le mot. Du coup, il y a eu pas mal de vidéos qui sont sorties par rapport à ça, par rapport à la fin, en disant des vidéos explicatives et des vidéos un petit peu, comme dès qu'il y a un petit truc compliqué. Oui, voilà. En fait, le film, il paraît un peu, il est compliqué à comprendre au prime abord, mais en fait, dès que t'as la clé pour comprendre le scénario, il paraît assez évident. Tu comprends tout direct en fait, mais il faut. En fait, il est carrément obscur. Quand tu te sors de la salle, t'as rien compris au film, sauf à mon avis exception, mais à mon avis généralement c'est très difficile de comprendre. T'as compris des trucs, mais t'as perdu en fait. Il manque une clé en fait, il manque une clé pour comprendre le film. Mais par contre, c'est vrai que dès que t'as la clé, ce qui est assez intéressant, c'est que d'un coup tout le film prend sens. Et en fait, c'est pas un film hyper intéressant, mais disons, je le trouve assez bien ficelé dans le sens où du coup justement, comme tu disais, c'est une sorte de puzzle qui est agencé et il manque genre une pièce. Et dès que tu mets la pièce, paf, tu peux voir et tout comprendre sans que ce soit trop compliqué ou quoi. Après, tu vois, ça devient assez simple. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est quand même la clé du film se trouve dans le film en fait, c'est-à-dire que le personnage va obtenir une clé à un moment à la fin du film. Et en gros, c'est cette clé-là qui va, toi, en tant que spectateur, te permettre de comprendre le scénario, parce qu'il y a un petit indice dessus, en fait. Il y a plein d'indices. Pour moi, le défaut du film, c'est aussi qu'il y a beaucoup trop de symbolique, dans le sens où, un peu comme si Denis Villeneuve, il avait voulu rendre son film un peu trop obscur. Genre, faire du obscur pour être obscur, des fois, c'est un peu ce qui m'a gêné. Parce qu'il y a des fois des moments symboliques où. J'ai entendu parler d'une araignée. Voilà, il y a beaucoup de symboles qui tournent autour des araignées, mais tu fais. Tu vois une grande araignée, en fait, sur l'affiche du film américain. En fait, par exemple, il y a beaucoup le film tourne un peu autour des araignées et tu sais pas trop pourquoi. Et dans le film, quand tu vois le film, ça fait pas vraiment sens. Après, c'est un simple, c'est que en gros l'araignée symbolise un truc, mais genre ce qui est plus dérangeant, un peu trop obscur. Ce qui est plus dérangeant, je trouve, c'est que le film il est hyper lent, il est super lent et des fois beaucoup trop lent. Tu vois, donc par exemple, je veux dire, donc déjà la musique elle est assez, elle se veut un peu mystérieuse et tout, mais j'ai trouvé assez. En fait, la musique, c'est une vraie musique d'ambiance en fait, et assez lourde et assez pesante en fait, et donc du coup, aussi quand même. En fait, le truc c'est que du coup t'as pas tellement de, ce qui manque au film, c'est un petit peu une sorte de rythme, parce que t'as des moments où t'as vraiment ça retombe.
Enfin, ça retombe mais vraiment bas en fait. En fait, ce que j'allais dire, c'est que tu vois, genre poser une ambiance, c'est cool, mais que au bout du 10e plan où la caméra elle tourne autour d'une pièce vide et où il se passe rien pendant 10 secondes, c'est bon quoi, il y en a marre, t'as envie que ça bouge. Enfin, tu vois, je veux dire, les films qui posent une ambiance, c'est bien, mais il y a un moment, faut arrêter de filme-moi ton appart. Enfin, je m'en fous de ton appart ou d'un moment quoi, fais avancer ton film et puis le film il est assez court, mais du coup quand même. J'ai pas le même avis que vous là-dessus, parce que moi je l'ai trouvé, tu vois, avec le lent qui prend son temps pour poser le truc, mais j'ai jamais trouvé long. Enfin, ce film, comme tu dis, il dure 1h30, mais franchement, j'ai pas senti de baisse de rythme, etc. Moi, j'avais trouvé quelques longueurs, quoi, en fait. Mais au final, ça m'a pas tellement gêné, ça m'a gêné sur le moment. J'ai pas le même avis que vous, parce que j'étais. En fait, le film, dans tout son mystère, dans toute la manière dont il agence, je trouve qu'il y avait beaucoup de tension, mais genre pas forcément de tension à l'écran, mais de tension un peu de fond. Ouais, le film est assez lourd, pas dans le sens chiant, mais dans le sens une ambiance qui est pesant, voilà, c'est ça, tu vois. Et du coup, moi j'étais toujours captivé, même dans les moments qui prenaient plus leur temps, j'ai pas senti de longueur. Enfin, c'était un peu bizarre des fois, mais ça m'a jamais dérangé. Par contre, moi il y a un truc qui m'a dérangé, et ça t'a dérangé toi aussi, parce qu'on en avait parlé juste à la fin. Peut-être. Parce qu'on l'avait vu ensemble tous les trois, et en gros, c'était vraiment la direction photographique. Ah ouais, bah oui. Où en gros, tout est teinté de jaune et dans les tons ocre un petit peu. Enfin voilà, et donc du coup. artistique est pas particulièrement. En fait, moi ça m'a vraiment déçu parce que Villeneuve, j'ai vu que c'est présent dans le film et j'ai vraiment ce qui m'avait. Surtout Incendie, la qualité d'image elle est exceptionnelle, mais genre c'est magnifique quoi. Enfin, une qualité d'image ouf. Et dans Prisoners, la photographie elle est énorme aussi. Et je me suis dit, Villeneuve a encore fait une photographie de ouf. J'arrive, c'était jaune dégueulasse. Waouh, c'est moche. C'est vraiment pas très beau. C'était pas moche, tu vois, mais genre c'est pas vraiment moche, mais c'est juste super quelconque et pas très intéressant. Alors que pour moi, Villeneuve il était fort à ça et du coup j'étais vraiment déçu à ce niveau-là. Et un petit mot sur le jeu de Jake Gyllenhaal parce qu'il il est hyper fort. C'est un acteur que j'aime beaucoup et là il démérite pas. Il était déjà excellent dans Prisoners l'an dernier. Juste au niveau du montage, parce que il y a beaucoup, j'imagine, de séances où genre c'est le même personnage qui parle à d'autres personnages et tout. Et ça, moi c'est toujours un travail qui m'impressionne. C'est technique de montage qui existe. C'est connu. Oui, je sais. C'est bien. Sur ce film, j'ai pas trouvé ça hyper impressionnant parce que parce que hyper souvent, du coup, il y en a par exemple, il y en a un qui est de dos. Tu vois, ça peut être un figurant. Enfin, perso, tu vois, genre j'ai remarqué, j'ai hyper vu les artifices qui font. Bon, des fois, évidemment, sur quelques scènes, ils sont ensemble, mais c'est vraiment très limité et très court. Tu vois. Genre, il y a pas de grosses performances techniques où ils sont vraiment en face. Tu vois, genre. Mais il y a une performance. Il y a comme des fois où c'est bien fait. Genre, par exemple, t'as le personnage qui est de profil, donc tu vois c'est bien que c'est lui. Et le personnage qui est en fond, il passe derrière le mec en fait, donc en gros comme si c'était vraiment sur le même caméra, comme s'il avait coupé. Là ça c'était assez impressionnant, mais il y a quelques petits trucs, mais bon, quand tu vois que RL pour la rétrospective Metal Gear, il a réussi à faire, tu sais, genre le combat. Ce que je veux dire, c'est que et RL il a pas le niveau encore des monteurs. Il n'y a pas mis d'artifice. Mais évidemment. Ce que je veux dire, c'est que moi j'ai été un peu déçu justement. Ça m'a vraiment, tu fais un peu d'action. Moi c'est vraiment un truc. Je me suis dit c'est pas très impressionnant par rapport à ce qu'ils auraient pu faire. Après c'est vrai qu'ils ont pas les deux personnages en fait en question, les deux doubles, ont pas besoin tellement de se toucher non plus pendant les scènes. C'est-à-dire que la plupart du temps ça va être des menaces mais verbales, mais pas tellement physiques en fait. Et donc du coup tu vois que ça tu vois que c'est un peu artificiel quoi. T'as pas de contact entre les deux. C'est ça. Pas tout le temps, mais vraiment c'est super. Il y a 2-3 scènes, mais c'est vraiment. Mais voilà. Donc au final c'est une semi-déception. Non, parce qu'en fait pas vraiment déception, parce qu'en fait on va faire ma place. Pas une déception parce qu'en fait le film il a été en tout cas il y a beaucoup de retours négatifs, pas mal mitigés, du coup on s'attendait pas vraiment à un truc de fou. Moi je savais que ça allait être pas aussi percutant. Le trailer était sympa, donc donc c'est pour ça que c'est ce qui m'a donné envie d'aller le voir. D'accord. Mais on s'attendait à un film vraiment pas terrible. Finalement en fait au sortie du film, j'étais vraiment pas enthousiaste. Alors après par contre c'est vrai que j'aime vraiment bien l'idée que quand t'as la clé qui te manque pour comprendre le film, pas que je comprends tout le film, et je le trouve vraiment bien agencé du coup. Après c'est pas un film qui a un intérêt monstre, mais du coup gratuitement c'est sympa. Ouais voilà. Je trouve que du coup avec son ambiance pesante et tout, moi il marquera quand même sur certains trucs, même s'il est assez classique dans sur point, il est quand même bien fait, tu vois. Ouais, et puis moi quand j'étais sorti de la salle, je me souviens que j'avais déjà pendant le film j'avais un petit peu capté parce qu'en gros sur ce genre de film tu peux avoir que une poignée de théories par rapport à ce thème-là, donc du coup tu devines assez facilement que tu devines des thèmes mais tu comprends pas quoi. Pas le thème, mais ouais vraiment quel est le pourquoi du comment du film quoi, mais bon. Donc voilà. Mais ouais.
La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Alors Alain Damasio... Il s'appelle Alain comme un français ? Oui, puisque Cocorico c'est un français. Alain Damasio c'est un mec aussi qui est né à Lyon et qui a écrit dernièrement le scénario de Remember Me, un jeu que moi j'avais énormément aimé, aussi pour son scénario, pour son écriture et pour sa narration. Et pour mec qui fait de la SF. Et il fait de la SF. Alors c'est pas vraiment de la SF. Il y a marqué Folio SF. La SF c'est très large quand même. C'est très large. Et là c'est pas forcément des très spécial en fait. Spéciaux qui passent, les Star Wars, c'est pas que ça. Non, je sais, mais là donc c'est la Horde du Contrevent. Alors en fait c'est un bouquin qui est très difficile d'accès. Je préfère vous prévenir dès le début. C'est un livre qui a une prose, une écriture. Très bien habillé. Non, c'est un livre qui a une prose, une écriture qui est vraiment très très complexe. C'est très poétique, c'est très phrasé. Et en fait, je m'attendais, si tu veux, à un style très très lourd au niveau des mots. Et pourtant, il y a beaucoup de gros mots, il y a beaucoup de ce genre de choses. Et je me suis dit, putain, c'est la première fois où je vois le lyrisme et la vulgarité qui se côtoient dans un bouquin. D'accord. Vraiment. De quoi ? Il est jeune l'auteur, il a 45 ans. Ouais, il a 45 ans, le bouquin est sorti en 2004, je l'ai pas précisé. Et si vous achetez le bouquin, je vous conseille, mais vraiment à fond, de vérifier que vous avez bien le marque-page à l'intérieur qui va être d'une utilité sans nom, puisqu'en fait vous suivez une horde de 23 personnes. Et donc il y a 23 narrateurs, et ces 23 narrateurs sont tous décrits par un signe au début des paragraphes. Oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Ils sont aussi au début, mais c'est plus chiant si tu veux de revenir au début du livre plutôt que d'avoir le truc. Ouais, ça en fait, ça c'est le vent, puisqu'en fait la Horde du Contrevent, le but de la Horde, c'est de remonter à ce qu'ils appellent l'extrême amont. C'est 23 personnes qui, dès l'enfance en fait, sont mises ensemble, et leur but c'est de remonter à l'origine du vent. Le but c'est de trouver l'origine du vent. Donc en fait ils vont se battre face au vent. On sait dans le bouquin qu'il y a 9 formes de vent. D'accord. 9 formes de vent qui va vraiment inventer. De quoi ? Ouais, les pages, tu commences à la page 700 et tu remontes jusqu'à la page 0. Jusqu'à la fin. Genre j'ai fait je sais pas en tourner 555 pages. Et en fait, il faut savoir que voilà, chaque narrateur dans le bouquin va avoir son style, et il faut vraiment suivre parce que chaque style est très différent. Chaque style est très travaillé. Chaque personnage est vraiment très très travaillé, sauf un petit peu les personnages qu'on appelle les crocs, qui sont un petit peu en retrait. Mais en dehors de ça, on s'attache véritablement à la Horde. On s'attache à chacun des personnages, et il y en a qui s'en vont pour une raison X ou Y, parce que tu sais, c'est très dur. Ils vont affronter des vents bestiaux face à eux. Et ce qui est énorme dans le bouquin, c'est que dès le début, en fait, ils sont face à ce que Damasio appelle un furvent. D'accord. Et un furvent, c'est un vent extrêmement violent. Et dès le début, tu sens qu'ils sont malmenés par ce vent, tu sens que ça virevolte dans tous les sens. Et le truc, c'est que toi-même, en fait, en tant que lecteur, t'as l'impression de te prendre le vent dans la tronche, tu vois. D'accord. Bien fait. Vraiment, quand tu le lis, t'as l'impression que t'as le sable qui te jaillonne, qui te fouette la gueule. C'est exceptionnel, en fait, au niveau de l'image, au niveau de tout ça, le phrasé. Parce que chaque personnage, en fait, si tu veux, va avoir un avis différent sur le vent qu'il est en train d'affronter. Par exemple, t'as le Golgoth qui est vraiment le gros balourd, tu vois, le mec super costaud qui lui va dire putain, ça c'est un avion de fiotte, moi je me retenais de ça avec 2 doigts, etc. Alors que tous les autres ils sont là en train de dire putain, on se prend un vent super violent dans la tronche, etc. Et en fait, justement, avec ça va nous permettre aussi de suivre différentes histoires quand les personnages sont à différents endroits. Ouais. Par exemple, t'en as un qui est à l'endroit A, il va raconter ce qu'il y a à l'endroit A, il se demande ce que la personne à l'endroit B fait, et la personne à l'endroit B va, si tu veux, raconter ce qu'il est en train de faire. Et du coup, tu vas c'est pas un groupe, c'est ça ? Si, c'est un groupe. C'est un groupe, ils sont toujours ensemble, sauf à certains endroits. Par exemple, quand ils rentrent dans une ville, ils se disent bon, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, par exemple. Voilà. Et le truc, c'est que parmi les personnages, en fait, va y avoir beaucoup de relations qui vont se créer entre les personnages. Et moi, vraiment, par moments, j'ai eu les larmes aux yeux parce que c'est extrêmement bien écrit au niveau des relations, puisque on s'attache à chacun des personnages, vu que chacun des personnages est narrateur, et on n'a pas envie de perdre un narrateur, si tu veux, dans le fil de l'histoire. On a vraiment comme envie... Game of Thrones, en fait. Voilà, c'est ça, mais sauf que et là on s'attache vraiment, et le truc c'est que plus on va avancer dans le bouquin, plus on va retenir les signes, puisqu'il y a des signes qui vont revenir plus que d'autres. Le signe de Caracol, de Golgoth ou de Sov, qui est script, parce que chacun a un rôle en fait dans la Horde. Il y a des piliers, il y a les géomètres, etc. Et encore une fois, vraiment c'est difficile d'accès parce qu'il y a un vocabulaire qui est extrêmement fleuri, qui est
très très dur. Moi j'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour aller regarder dans le dictionnaire, j'ai pas honte de le dire. C'est pour ça, et surtout, c'est au niveau du vocabulaire, pas tellement au niveau de la construction narrative. Voilà, au niveau de la construction narrative aussi, c'est assez compliqué. Ouais, mais en plus de ça, il invente un vrai vocabulaire autour du vent. D'accord. Parce que voilà, le vent c'est vraiment truc bien sûr. Qui définit le bouquin. Et la fin en fait est assez exceptionnelle parce que on est en fait on est non la fin c'est à la fin. Hein. What, mais c'est un livre, tu le remontes, c'est juste c'est à le numéroté à l'envers. Oui, donc la fin c'est la page 0. C'est la page 0. D'accord, donc en fait tu lis dans le sens de lecture normale, mais les pages sont numérotées. C'est ça. Et en fait, donc je disais, la fin, en fait, on est extrêmement frustré, mais on n'est pas frustré en tant que lecteur. D'accord. On est frustré en tant que membre de la Horde. Ah, ok. Et ça, on est vraiment le 24e personnage derrière, on est en train de trimer, tu vois. Et c'est exceptionnel en 700 pages je me suis attaché comme jamais je me suis attaché à un bouquin. D'accord, oui, bah oui, et j'ai vécu l'aventure de A à Z j'ai eu des frissons, j'ai eu plein de choses. Il y a beaucoup d'ellipses narratives. Ça, certains peuvent trouver ça un peu gênant, c'est-à-dire que par moment ils considèrent que le voyage qu'ils vont faire de là à là est pas forcément super intéressant, donc on va sauter 6 mois le temps qu'ils arrivent à la prochaine ville. Mais ils vont vivre plein d'aventures, et surtout au bout d'un moment dans le livre, je t'ai en effet lire un passage hier, c'est un petit peu ampoulé en fait comme style, c'est très ampoulé. Certains ont trouvé que c'était même très égocentrique, moi je trouve que pas du tout, je trouve que ça sert vraiment le récit, énormément le récit. C'est vrai que tu peux croire que le mec il avait montré qu'il c'est ça, mais surtout que voilà, parce que le troubadour, tu vois, il va dans les mots. Il va être plus simple en fait. Non, il va être beaucoup plus difficile. Le troubadour, le troubadour, c'est celui qui maniait bien la langue, tu vois, dans l'ancien temps. Et au bout d'un moment, justement, il y a une compétition de langue avec, au niveau du parler, si tu veux, il leur demande de faire des anagrammes ou seulement des phrases avec pour seule voyelle un O. Genre quand tu lis, j'ai lu ce passage là, j'étais genre impressionné, j'étais genre putain mais le mec il a fait c'est assez incroyable. En fait tout ce passage là qui dure à peu près une 40aine de pages, mais c'est incroyable. Au niveau de la langue, ce qu'il a réussi à trouver, c'est fantastique. Et moi je vous conseille vraiment, mais vraiment, ce bouquin à un point inimaginable, qui est vraiment rentré dans mes meilleures lectures de tous les temps. Pourtant j'en ai lu des bouquins. Et là le bouquin qui est passé juste après, je peux dire qu'il a pas survécu quoi, parce que par rapport à ça mais en tant qu'histoire c'est bien aussi. En tant qu'histoire c'est fantastique. D'accord. Parce qu'en fait tu t'intéresses pas tant à l'histoire qu'à la finalité, au but final et au personnage. C'est comme 700 pages quand même. C'est 700 pages. Ouais, faut s'accrocher. C'est un lecteur occasionnel comme moi je l'ai lu en 11 jours. Voilà, alors que toi t'es un lecteur plutôt aguerri et voilà. Non mais de toute façon ça se suit très bien, et une fois qu'on est parti dedans, on a beaucoup de mal à lâcher parce qu'on est pris dans l'histoire, on est pris avec les personnages. Mais voilà, encore une fois, faites attention. Ça gage une bonne qualité d'écriture. Par contre, encore une fois, c'est difficile. Voilà, faut pas le nier, faut pas l'oublier. Pardon, c'est vraiment difficile. En tout cas, Alain Damasio, c'est un mec qui écrit peu, mais c'est marrant. C'est un mec qui écrit peu. Je crois qu'il a mis plus de 7 ans pour écrire le bouquin. Et son bouquin suivant, je crois, il est sorti. Ouais, c'est La Zone du Dehors, et je sais plus en combien. Il est sorti en 2007, 3 ans plus tard. Donc voilà, c'est pas un mec qui écrit du bouquin sur commande, si tu veux. Et c'est dans une interview, il disait les livres, je les écris vraiment que quand j'ai une idée bien fixée. La Horde du Contrevent, c'est 7 ans d'idées, 7 ans de travail. Je veux dire, c'est quelqu'un qui. C'est un pilier de la littérature française. Et de SF. Ah oui, mais en plus, là, pour moi, ça, c'est un pilier de la littérature tout court maintenant. C'est quand même imposé comme un des. Enfin, vu que c'est un auteur français, Ah non, mais vraiment, il démérite pas. Et lisez-le, ça va être un voyage formidable. Sensoriel aussi. C'est prévu, mais pas tout de suite. Donc Pyramide, c'est un artiste lyonnais, donc un compositeur musical qui compose de la musique électronique depuis pas mal de temps. Donc Gag et moi, ça fait pas mal de temps qu'on le connaît parce que. Il y a un ami à nous qui l'a connu, enfin je sais plus comment, mais en gros nous on le connaît depuis que Pyramide n'est pas connu du tout en fait. C'est ça, ouais. Maintenant il commence à être pas mal connu. On connaissait avant qu'il publie des albums en fait. Ouais, les hipsters, Non mais ça va, genre il connaissait, genre il envoyait ses morceaux genre sur SoundCloud, un truc comme ça. C'est ça, genre se passer les morceaux sur MSN, ça c'est. Vous connaissez pas MSN. Trop vieux pour vous. C'est genre en 2010 quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ça commence à dater, et puis il a eu une période où il était pas connu du tout. Puis après, je parle de Pyramide.
Et du coup, après, il a fini par émerger un peu. Il s'est fait remarquer. Il s'est fait remarquer par Kitsune. Voilà, il s'est fait labelliser par Kitsune. Et du coup, depuis, il a pas mal explosé dans le sens où il va faire des soirées genre au Japon ou en Australie. Il a fait une tournée australienne en fait. Il a fait une tournée australienne. Il est à Paris. Oui, à Paris, mais bon, entre faire un truc dans un Paris en Australie ou au Japon. Sauf quand t'es français, oui. Voilà, c'est ça. Et là, par exemple, dernièrement, il y a une de ces tracks qui est dans la pub pour le salon de l'auto. Et pas que ça, il est dans Forza Horizon 2. Dans Forza Horizon 2. Et puis il y avait pas d'autres jeux aussi Non, juste ça. Ok, bah déjà c'est pas mal. Ouais. Non, et il a failli faire une track pour le show, mais avant qu'il. Il devait faire notre musique d'introduction et finalement c'était pile quand il a commencé à exploser, du coup il a pas eu le temps. Finalement non. Voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de Lost in Space, pardon, qui est mon album préféré de Pyramid. Ouais, exactement, il est sorti en 2011. Donc ça commence à dater maintenant. Ouais. Donc Lost in Space, on va mettre la jaquette. Déjà, je trouve la jaquette en pixel art, elle est magnifique. C'est un pixel art un peu genre jeu vidéo 8 bits. Ouais, voilà, c'est ça. Alors l'artiste, c'est quoi son genre en fait? Alors du coup, c'est un peu d'électronique, mais plutôt doux. Il joue énormément sur tout ce qui est variation de son en fait. Donc moi, c'est ce que j'adore chez lui, c'est que déjà en fait. En tout cas dans les albums dans Lost in Space, c'est un album qui te fait énormément voyager. Donc genre l'album il s'appelle Lost in Space, donc perdu dans l'espace. Et quand je l'écoute, c'est vraiment l'impression que j'ai, tu vois, genre vraiment d'être un peu perdu dans l'espace. T'as des sonorités, la musique. C'est vrai. Genre la musique avec le son que tu pourrais imaginer, tu vois. Genre dans ta tête. genre la musique elle te transporte, tu vois, genre en fait. Donc en fait t'as plusieurs types dans cet album, t'as plusieurs types de tracks. Donc par exemple t'as Blue Moon Love qui va être une sorte de balade, tu vois, un peu de toute douce qui va vraiment te transporter, tu vas vraiment être genre. Enfin, c'est vraiment une sorte de voyage. En fait, tout l'album ça va être vraiment un voyage. Après tu vas avoir des tracks qui vont être plus un peu comme tu disais 8 bits jeux vidéo, tu vois, genre toujours avec son style à lui, mais Run, non non, c'est pas, je pensais plus à genre à Fire ou à Life qui sont plus 8 bits. Run c'est pas 8 bits, c'est péchu. Ouais. C'est une de mes préférées, c'est une track hyper péchu, mais c'est pas 8 bits. Okay. Après voilà, genre il y a peut-être celle qui est ma track préférée de Pyramid dedans, donc Stars VM, donc le dernier morceau qui conclut l'album, qui commence tout doucement et ça me fait penser un peu genre à 2001 l'Odyssée de l'espace avant que je le vois, tu vois. Donc genre le truc, non mais genre vraiment, non mais elle dit que tu te fais d'une Odyssée de l'espace, tu vois, genre tu commences tout doucement, genre tu décolles et puis vraiment tu pars dans l'espace à fond, enfin vraiment c'est comme un coït. D'accord. Bah ouais, mais comme un coït sous acide, hein, parce que genre vraiment. Coït sous acide, c'est beau. Ça c'est un tort. Voilà. La comparaison avec notre pote Pyramide. Tous mes coïts sont pas sous acide, donc c'est pas tous comme le Space. Pas tous. Faut bien varier les plaisirs. Oh là là. Et du coup voilà, donc c'est vraiment un album que je conseille énormément parce que. Notamment dans les derniers albums qu'il a sortis, Pyramid, je trouve qu'il a un peu perdu cette ode au voyage. Tu vois, pour moi, c'est vraiment là, comme j'ai dit, une ode au voyage, vraiment quelque chose qui transporte. Ouais. Et dernièrement, dans les derniers albums, il y a beaucoup moins ça, voire plus du tout. Du coup, pour découvrir l'artiste, je pense que ça peut être un très bon album, surtout que c'est le seul album qu'il a sorti. Le reste, c'est des EP, donc des EP de genre des fois de 4 à 6-7 tracks. Genre l'EP Rising Day, il y a autant d'autres tracks que dans Lost in Space presque. Non, il y a genre 5 tracks dans Rising Day et 10 dans Lost in Space. Non, c'est 5. Non, plus, mais pas. Du coup, là, c'est vraiment le seul vrai album qui est sorti en tant qu'album. Du coup, vous pouvez l'écouter gratuitement sur Bandcamp. Bandcamp. Ouais. Et vous pouvez l'acheter si vous voulez. Et donc voilà, donc c'est un album que vraiment je vous conseille d'essayer, ou peut-être que vous accrocherez pas, mais en tout cas rien quand vous allez voir la jaquette, je pense que vous allez voir ici. Il doit y avoir un SoundCloud ou même sur Deezer, je pense. Ouais, mais ça y est pas sur SoundCloud et sur Deezer il y en a, mais je sais pas s'il y a Lost in Space. En fait, je sais pourquoi Lost in Space c'est un seul album qui est pas quasiment en fait. Je sais pourquoi t'aimes bien la jaquette, c'est parce que ça te rappelle les jeux indépendants et donc du coup. Ouais, non mais grave, il y a ça. Non mais franchement, il y a vraiment ça. Je kiffe la jaquette, je kiffe l'album avant de voir la jaquette. Dans chaque jaquette, à chaque fois il inclut une pyramide, enfin tu vois, c'est ça du coup. Dans le décor, c'est pas sympa de mal alors s'intégrer. Il faudrait que tu fasses l'OST de Silent Hill quand même. Non. Pyramide. Bref. Donc voilà, donc un album que je vous conseille d'écouter, c'est pas très long, donc voilà. Ouais, comme d'habitude. Donc en 2014, Pyramid a sorti un nouvel EP, The Phoenix EP, donc un des EP qu'il a sorti depuis qu'il est labellisé par Kitsune. Donc voilà, donc c'est le deuxième qu'il a sorti depuis Kitsune. Ouais. Il y a eu
Sofargon et merci Sofargon, voilà. Sofargon qui était le bien nommé aussi, on en parle dans une autre atelier culturelle à l'occasion, mais là du coup vu que c'est assez récent, c'est sorti en janvier, fin janvier. C'est notamment dans cette EP là qui est la track qui est dans Forza Horizon 2. Ouais, voilà, qui s'appelle Astral et qui est d'ailleurs la meilleure track de l'EP, donc c'est-à-dire que c'est vraiment c'est pour ça qu'elle a été choisie. Bah ouais, voilà. donc c'est vraiment un morceau qui est vraiment dans l'esprit pyramide, donc il y a aucune notion de voyage, il n'y a pas d'ambiance en fait. Dans le Space il y a vraiment une ambiance, là il y a pas vraiment d'ambiance, c'est super court et en plus c'est un peu des tracks foutus en vrac, t'as l'impression. En gros ça commence doucement, ça monte et puis ça redescend un petit peu. Non, pas du tout. Oh ouais. Oui, j'ai compris ta blague, mais c'était voulu. Mais c'est pas ça. Mais explique un peu comment c'est. Donc en fait d'abord tu vas avoir Astral qui va être une track vraiment genre qui va être un peu genre type Outline Miami, genre un peu électro, on la passe en fond un petit peu, un peu répétitif sur le milieu mais quand même vraiment sympa, elle est vraiment cool, donc je comprends qu'elle passe bien à mon avis dans Forza Horizon, ça doit bien passer et tout. Après le truc c'est que t'as la track qui donne son nom à l'EP qui s'appelle The Phoenix, qui m'a laissé complètement perplexe la première fois que je l'ai écouté parce que c'est un featuring avec un rappeur. Donc avoir écouté du Pyramide et avoir des motherfucker fuck your mother, tout pas fuck your mother, toutes les 5 secondes, ça fait un choc parce que genre voilà, si vous avez écouté un peu depuis la dernière interview culturelle, c'est pas du tout le style, tu vois. Donc derrière Pyramide il gère pas mal au niveau de l'instru, mais l'instru elle est vraiment sympa, tu vois, elle est pas ouf mais elle est vraiment sympa. C'est pas grave de base, donc au final non, elle est vraiment cool quand même parce que tu t'habitues. Enfin moi au fur et à mesure j'apprécie de plus en plus, mais genre ça passe vraiment bien avec le fond musical des Pyramides qui moi j'aime bien le rap quand il y a un peu de recherche, mais là les paroles s'il te plaît c'est motherfucker, c'est de la merde quoi. Faut dire c'est pas, y a aucune recherche, c'est ultra générique en fait. J'ai essayé de trouver des paroles pour voir qu'est-ce que ça disait en gros, mais j'ai pas trouvé les paroles. Non mais de toute façon c'est non mais tu pourrais, y a pas que motherfucker. Non mais en gros c'est you see, enfin tu verras le Phoenix riser genre d'accord, genre motherfucker, tu vois. Non c'est vraiment le degré zéro des paroles de rap quoi, c'est nul, enfin c'est un peu dommage. C'est du coup la track c'est vrai que quand tu la écoutes et tout finalement elle est assez sympa, tu vois, s'écoute, mais ça a des lieux de ce que tu peux attendre d'un Pyramide et en tant que track original pourquoi pas, mais il y a aucune recherche au niveau des paroles et ouais, mais après c'est au niveau du rythme et de la diction et du rap ouais mais ça reste basique, elle est sympa. Cool, moi je l'aime beaucoup, enfin pas beaucoup mais j'aime bien cette track. Moi elle est sympa, je l'aime bien mais sans plus, tu vois, elle est largement inférieure à toutes les tracks que j'aime bien, que j'adore dans des Pyramides, tu vois, c'est pas du tout le même niveau quoi. Elle est sympa au sein de l'EP parce que l'EP est très moyen en lui-même. Donc voilà, après on a Lunar Ghost qui est une track. En fait le problème c'est que Lunar Ghost elle met 1 minute 30 à devenir intéressante. Ouais, et elle est trop longue et puis ouais voilà, elle est trop longue et puis je la trouve pas inspirée pour un sou personnellement. Je la trouve inspirée, tu vois, mais plate. Et ouais, c'est ça, c'est le mot, elle est hyper plate. Du coup, bon voilà, après ça, t'as une musique qui est plate, qui est pas très inspirée. Et du coup, Pyramide, il est habitué avec quelqu'un hyper inspiré, qui varie énormément sur les rythmes, qui joue sur les sons. Tu vois, genre, par exemple, tu vas avoir une grosse intensité, puis après ça diminue, tu penses que la track elle est finie et paf, il repart sur une sonorité totalement différente qui te transporte, tu vois. Il joue énormément sur les sons comme ça, et là il y a rien, c'est une track qui est plate tout le long. Elle est vraiment. Après, les sons il fallait des trucs un peu différents. Après, tu vois, c'est pas mauvais en soi, au niveau production, c'est bien et tout. Mais le problème, c'est vraiment que quand t'es habitué aux Pyramides d'avant, tu vois ça, bah tu peux pas t'empêcher d'être un peu perplexe parce que c'est pas inspiré quoi. Vraiment, enfin moi je trouve pas ça plat quoi. Et après, ce qui conclut l'EP, c'est deux remixes de Phoenix. Deux remixes de Phoenix, donc la track dont le premier remix, je le trouve vraiment pas terrible. Ouais, ça c'est de base sur les EP en fait. C'est un truc. Non mais genre. Non mais les EP de Pyramide, il faisait pas ça dans. Il a fait ça sur Sofargon. C'est assez courant, tu vois. Mais genre là, le premier remix, je le trouve pas terrible. Non, il est vraiment nul. Le premier remix, il est vraiment nul. Mais le deuxième est vraiment cool. Moi, je trouve vraiment cool. Moi, le deuxième, bah en fait, le truc, c'est que le deuxième, j'ai trouvé assez sympa, mais le problème, c'est que bah quand t'as déjà entendu encore le remix d'avant, enfin si t'écoutes l'EP en une fois, c'est trop quoi. J'en ai marre. Et en fait, finalement, du coup, ce qui se dégage de cette EP, c'est que il est vraiment très moyen dans le sens par rapport à ce que tu peux attendre d'un EP de Pyramide en 2014 notamment, parce que moi tu pourrais penser qu'à partir du moment où il a été labellisé par Kitsune, genre bon bah voilà, il se serait encore amélioré, il aurait des moyens qu'il ait pas, etc. Bon, voilà, il fait des featuring avec un rappeur, mais tu sais, moi je veux dire, c'est ça, c'est pas générique non plus. C'est pas générique, c'est pas générique, mais je sais que tu sais pas, mais genre c'est pas générique, mais c'est quand même vraiment moins inspiré que ce qu'il y avait avant quoi. En fait, c'est pas ça. Pour moi, le problème de cet EP, c'est qu'il y a que 3 tracks. Donc en fait, c'est bien quand tu veux écouter des nouveaux morceaux
l'artiste et juste ça, tu peux dire ouais ça il a fait ça, c'est plutôt sympa, ça c'est un peu moins bien mais c'est cool. Mais si tu cherches en tant qu'EP avec une cohérence et tout, il n'y a pas de cohérence en fait, c'est des morceaux qui s'enchaînent sans le lien et c'est vraiment trop court en fait. T'as un EP quoi en fait. Non mais il y a les autres EP de Pyramide, ils ont une ambiance, ils ont un truc genre Rising Day. Oui bah oui évidemment. Mais par rapport aux EP puis même stéréophonique dont on a parlé dans l'interlude culturel précédent, il y a une ambiance de ouf. Le EP de Woodkid, oui voilà c'est clair, il est super bien sur le. Et alors que là il y a apparemment ça y a pas de lien et tu t'en sors et tu fais ouais non. Et puis surtout que les 3 morceaux sont inférieurs. Enfin Astral, je pense ça fait vraiment partie peut-être mon top 15 ou mon top 20 de Pyramide, tu vois. Mais les 2 autres elles sont dans les dernières des tracks de Pyramide parce que Pyramide quelqu'un qui nous habitait quand même à faire des tracks. Bon, toutes les tracks sont pas ouf, mais avec ça c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup aussi pour ouais voilà c'est ça qu'on a déception aussi. Voilà et des tracks qu'on trouvait assez haut niveau, tu vois, genre par exemple toi je t'avais dit vas-y écoute l'EP, tu l'as écouté et après t'as réécouté des EP précédents de Pyramide, tu vois quand même la différence, c'est incroyable, ça n'a rien à voir quoi. Quand tu penses au track qui va dans Rising Day ou dans Lost in Space ou même dans The Hall et que tu repasses sur le Phoenix EP, c'est pauvre à côté, c'est vraiment pauvre. Après le truc c'est que quand tu l'écoutes comme ça juste pour le nouvel track c'est bien, mais quand tu revis que c'est un album, enfin un EP, tu fais l'EP en lui-même il est pas ouf, les tracks sont sympas, ça s'écoute bien, mais sinon c'est bizarre que ça fasse un album. D'accord. Voilà. Okay. Donc voilà, c'est une déception. J'espère que en 2015 ça fera mieux et qu'il ne fera pas un featuring avec Pitbull, tu vois. Voilà. Ou avec non mais tu vois, je troll un peu mais avec Sacha Pitbull. Non mais c'est ça, tu vois, genre j'espère juste, moi j'aimerais bien qu'il retrouve. Il a fait une OST de jeu vidéo qui est sortie en 2014 aussi. Il y a une ambiance déjà beaucoup plus old Pyramide, même si je le trouve pas encore au niveau des anciens. Donc voilà, j'espère juste que parce qu'il s'est fait labelliser et qu'il commence à être connu et tout, il va pas faire des trucs de plus en plus de plus en plus plats et de plus en plus qui collent au standard, tu vois, et qui va essayer de garder sa patte. Donc voilà, ok. Merci d'avoir suivi cette interlude culturelle. Car c'est déjà la fin. Oui, voilà. Et oui, qui s'en serait douté, évidemment. Les personnes qui ont suivi le programme, voilà. Bon, bref, on espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une prochaine interlude et pour des vidéos T 130 ans. Exactement. Voir des émissions, voir des reportages, voir des évidemment. À bientôt. À dans 4 mois.